Je vous remercie. Vous savez, la caractéristique première de cette pandémie, c'est qu'elle est nouvelle. Le coronavirus, c'est une maladie qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore fini de découvrir. Et aujourd'hui, si on regarde la létalité de la maladie, nous sommes autour de 115, 116 morts à l'échelle du pays. Donc nous sommes sur un pourcentage de 0,002% à peu près. On peut dire, écoutez, par rapport à ce résultat, on a plutôt bien géré. Surtout si on compare avec d'autres maladies, des maladies comme le palu, le cancer, les AVC, ainsi de suite. Quand on regarde le taux de létalité de ces maladies-là, on se rend compte qu'on a mieux géré. Maintenant, après, il y a deux éléments qu'il faut tenir en conséquence. On se rend aussi compte que d'autres pays qui ont peut-être fait preuve de moins de rigueur que le Togo n'ont pas des résultats qui soient si différents. Et qu'en réalité, on peut même aller jusqu'à penser que l'Afrique jouit d'une certaine résilience quand on regarde ce qui se passe ailleurs qu'en Afrique. Qui dit état d'urgence dit réduction des libertés publiques, des libertés publiques ou collectives. Les instruments disent qu'il faut faire en sorte que ces libertés, ces restrictions de liberté ne deviennent pas la règle. Ce qui fait que sur certaines libertés, on ne peut pas transiger, on ne peut pas empêcher les gens, par exemple, de s'exprimer. Donc il y a eu des dérives dues à la panique, d'abord, et aussi dues au zèle. Et enfin, dues à l'atmosphère de méfiance que les populations ont vis-à-vis du pouvoir public. Parce qu'au Togo, chaque fois que les pouvoirs publics prennent une mesure, on estime que cette mesure-là, c'est pour empêcher le peuple d'évoluer. Donc on est dans cette psychologie de dramatisation tout le temps, ce qui fait que si on n'a pas un recul nécessaire, on va penser que nous avons exagéré. Après, tu as le premier niveau de la sanction, elle est disciplinaire. De prendre 6 mois d'arrêt, ainsi de suite. Le deuxième, il est statutaire. Ça, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur statut de militaire. Donc, ils ne sont plus couverts par la spécificité militaire. Maintenant, la troisième action, elle va être judiciaire. À partir de là, ce n'est plus lié même aux tribunaux militaires. Encore que, on peut éventuellement, si ces tribunaux existaient, comme c'est des actions qu'ils ont faites dans le cadre de leur fonction de militaire, les tribunaux militaires peuvent reconnaître, mais maintenant qu'ils n'ont plus leur statut de militaire, ils peuvent tout simplement aller soit aux assises, parce que pour certains c'est quand même des crimes, qui les concernent, ou alors éventuellement peut-être même tout simplement dans n'importe quel tribunal d'instance. Ce qu'il faut retenir, c'est que je crois que les incidents qui sont passés ont été à peu près, on fait jurisprudence. Aujourd'hui, les militaires ont compris que quand vous sortez sur le terrain, pour faire la patrouille, tout ça, vous n'avez plus la liberté de faire ce que vous voulez. Autrefois, c'était moi qui suis dedans. Je peux vous dire qu'il y a des fois où les gars, quand ils sont sur le terrain, ils font n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ils ont compris que tu peux perdre ton... Non seulement on peut te sanctionner disciplinairement, mais c'est que tu peux perdre ton boulot. Et après ça, même, tu peux te retrouver avec une plainte judiciaire, avec un procès. C'est vrai, au cours du Covid, nos insuffisances, les carences structurelles de nos prisons ont été amplifiées et on a constaté que, effectivement, la surpopulation carcérale était un élément important dont il faut tenir compte. Et je crois que le gouvernement a pris la mesure de la chose. Mais ça n'a pas totalement réglé le problème, puisque les gens continuent pas à venir en prison et d'autres y sont parce qu'ils ne sont pas toujours jugés. La justice aujourd'hui, il y a des problèmes de population carcérale, il faut construire de nouvelles prisons, c'est pas budgétisé. Il y a même un problème d'insuffisance de magistrats. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a voté l'année dernière
une loi sur l'organisation judiciaire, bon, on ne peut pas la mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats, il n'y a pas suffisamment de greffiers. Donc du coup, le problème de la justice, il est immense. C'est pas, même si demain vous considérez de nouvelles prisons, après il faut avoir les magistrats. Quand les gens restent longtemps, c'est parce qu'il y a une insuffisance de magistrats. Et quand on regarde même à l'intérieur du pays, comme à Lomé, les magistrats ils sont en surtension. C'est-à-dire que c'est du matin, il arrive le matin, jusqu'à la soirée, il n'a même pas encore fait un dixième des dossiers qu'il aurait dû gérer dans la journée. Donc du coup, aujourd'hui, quand on regarde sur le budget, la plupart du temps, la justice est vraiment le parent pauvre. Donc sur la question de la justice, c'est vrai qu'il faut compter vraiment du budget, parce qu'un peuple qui ne soigne pas ses prisonniers perd un peu de son âme. La pandémie a mis à l'évidence un certain nombre d'insuffisances en Afrique. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans beaucoup de pays. Moi j'ai l'habitude d'aller en Centrafrique, d'aller dans les pays d'Afrique centrale. C'est criant. Lorsque nous sommes dans une crise sanitaire, on construit d'abord les hôpitaux, on les équipe avant de construire d'autres choses. Dans le développement du pays, il faut aujourd'hui, enfin, à cause du Covid, créer et équiper des hôpitaux dans les grandes villes du pays. C'est extrêmement important. Deuxièmement, il faut former les médecins, leur donner les moyens de fonctionner. Payer plus les médecins, leur donner des moyens de protection pour pouvoir se développer. Troisièmement, développer l'hygiène publique. Développer l'hygiène publique. Moi, j'aurais été président que j'aurais rapidement, peut-être dans les 6 mois passés, bien dans les 6 mois qui viennent, augmenter la capacité de traitement, surtout de prise en charge des patients liés au Covid à autour de 1500 lits dans l'ensemble de nos régions. Au minimum entre 300 et 500 lits partout, pour être en mesure, si ça monte, de réagir. Rendre les tests payants et volontaires. Parce qu'aujourd'hui, même moi, je cesserai de faire les tests gratuitement. Parce que c'est une question de santé personnelle. Tu veux savoir ton situation, c'est un peu comme le sida. Quand tu vas avoir ton test sérologique, tu vas faire un truc, tu payes pour savoir si tu es positif ou pas. Je le ferai. Les vaccins, s'ils nous arrivent de façon gratuite, on le met gratuitement. Mais si on les paye, parce qu'actuellement l'État a mis beaucoup de milliards pour payer les vaccins, ben non, les vaccins, quand ils vont arriver, s'ils sont payants, moi je les rends payants. Et à la fin, je vais ouvrir une bonne partie des activités. Quand on peut le milieu culturel aujourd'hui, il est complètement à l'agonie. J'ouvre en étant très vigilant, en regardant si ça reste à l'état où ça est actuellement, ou ça monte. Si ça monte, ben, on referme le robinet. Mais c'est que je suis beaucoup plus de celui qui va dire on maintient les mesures barrières, masques, gel et tout ça. Mais il y a des activités qu'il faut ouvrir progressivement. Parce que contrairement à ce qui se passe dans les pays développés où chaque mesure chaque disposition a des mesures d'accompagnement. Nous, on n'en a pas. Donc du coup, au bout d'un certain moment, aujourd'hui, la précarité, elle est immense.